Alors on commence une nouvelle partie dans laquelle on va voir quelques raccourcis et formules qui peuvent être utiles de savoir pour se faire une intuition sur les circuits que vous êtes en train de manipuler et pour vous simplifier un maximum de calculs, parce que comme je l'ai déjà dit, si vous réussissez à raisonner sur les schémas et à simplifier les schémas, eh ben, ça vous donnera des équations qui seront moins grosses à écrire et en règle générale moins d'erreurs de calcul. Alors, on va commencer par la loi d'addition, d'association de résistance en série et en parallèle. Et donc pour ça, j'ai introduit un petit système que j'ai chez moi. Donc là, vous avez deux résistances normalement de 470 ohms. Alors j'ai ramené le multimètre que je mets en mode ohmmètre. Donc là, il m'indique que pour le moment, je suis hors zone de mesure et donc hors limite, et du coup il m'indique que c'est saturé à 1 parce que j'ai une résistance qui est supérieure à 20 kΩ a priori, et je vais mesurer la résistance d'une de ces petites résistances. Et donc quand vous mettez les deux et ça fonctionne pas, ah bah oui, forcément j'avais fait une mesure de tension et je n'ai pas regardé que ici, pour faire une mesure en ohms, il faut que je me mette sur un autre emplacement. Et là, effectivement, vous voyez que j'ai la valeur. Alors, si je me mets sur le calibre 200, je suis hors limite. Donc, il faut que je me mette sur le calibre 2000 ohms. Et vous voyez que j'ai une valeur qui s'affiche de 465 ohms. Alors, tout de suite, la question à se poser quand on a une valeur comme ça, c'est quelle est la précision de cette mesure? Et pour ça, toujours regarder la notice. La notice, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et donc, quand je me mets sur la plage de kΩ, j'ai une résolution de 1 ohm, effectivement, puisque là, j'ai la valeur en kΩ, et donc le dernier chiffre, ça me donne les ohms de mon 466 ou 465, et j'ai une précision à 0,8% plus 3, et le 3, c'est 3 fois la résolution. Donc 0,8%, 0,8 fois 470 fois 500, ça fait 400%, donc ça me fait 4, plus 3, ça me fait à peu près 7 ohms. Donc j'ai une valeur de 465, certes, mais 465 plus ou moins 7 ohms. Donc ça c'est pour la première. Si je prends la deuxième et que je regarde la même chose, je suis à 462, mais plus ou moins 7 ohms. Je suis toujours aux alentours des 470 ohms. Alors à la limite, pour celui-ci, puisque plus ou moins 7, vous voyez 461 même, plus ou moins 7, je n'arrive pas à atteindre les 470 ohms. Ceci dit, le constructeur en règle générale donne les valeurs des résistances à plus ou moins 5 ou 10%, donc 10% de 470, ça fait quand même 47 ohms, donc finalement je suis dans l'intervalle de confiance donné par le constructeur et finalement pas trop éloigné. Là vous voyez la petite résistance à l'intérieur de ce petit système. Donc j'ai mes deux résistances à 470 ohms et je me pose la question, tiens, si je les mets en série, qu'est-ce que ça me donne? Les valeurs, alors elle est un tout petit peu plus fluctuante, s'il faut, j'évite de trop toucher, mais vous voyez que j'ai une valeur aux alentours de 940, quand ça veut bien rester stable. Voilà, 940, 960, c'est légèrement dépendant de la manière dont je touche les billes. Voilà, 920. 920, ça me fait 450, 460, de somme, ça fait à peu près 2 fois 460. Donc quand j'ai deux résistances en série, il semblerait que les résistances correspondantes s'additionnent. Si je me place maintenant en parallèle, eh bien, en parallèle à mon système, ça ce sont simplement des fils. Donc quand je me place en parallèle, j'ai une résistance correspondante qui va être plus faible. Vous voyez que là je me retrouve à 235, 235 x 2, ça fait effectivement 470, donc j'ai une résistance qui va ici être 2 fois plus faible. Alors si j'en ai d'autres, des résistances, si je prends une résistance à 1 kΩ, on pourra essayer de regarder. Donc si je fais la mesure, effectivement j'ai une valeur, alors vous voyez que elle est plutôt à 1,2 kΩ, la valeur de cette résistance. Et donc si je mets les deux en parallèle, vous voyez du 320 ohms, donc ça on pourra peut-être essayer de vérifier. Et si je les mets en série, donc comme ça, je me retrouve avec du
1,480. Alors celui-là, il ressemble plus à du 1 plus les 470 d'avant. Donc la valeur de la résistance mesurée directement, maintenant, elle est de nouveau plus proche des 1 kΩ qu'on attendait. Ok, donc quand je suis en série, les résistances deviennent plus grandes. Quand on est en parallèle, puisque je laisse plus de voies de passage pour les électrons, eh bien la résistance diminue. Et on va essayer de démontrer ça à partir de la loi d'Ohm que l'on avait à disposition dans notre système. Alors, voyons voir pour l'association en série. Donc une association en série de deux résistances, c'est se dire je prends une résistance R1 et je la mets dans la même branche. Ça veut dire qu'elle est parcourue par le même courant. Ici, j'ai un courant I. Ici, j'ai le même courant I. Je n'ai aucun fil qui part ici pour prélever du courant. Donc c'est le même courant qui traverse R1 et R2. Donc on va démontrer que on a la résistance, ce système-là, c'est équivalent à une seule résistance branchée entre les deux mêmes points. Donc si j'ai un point A là, un point B ici, entre les deux mêmes points A et B, je vais pouvoir mettre une résistance équivalente série. Donc c'est équivalent à ça, à condition que la résistance équivalente série soit égale à R1 plus R2. Comment est-ce qu'on démontre ça? Eh bien, de manière très simple. Si on impose une tension U, on note U la tension entre A et B, donc c'est la même tension ici et là, j'ai une résistance équivalente, c'est-à-dire mon système est totalement équivalent, à condition que le courant qui rentre en A soit relié à la tension U par une même relation. Or, si j'ai juste une résistance, j'ai U qui est égal à ce R équivalent série multiplié par I. J'ai une simple résistance, je peux appliquer la loi d'Ohm. La question c'est, est-ce que c'est aussi le cas de l'autre côté? Ben, vous voyez que de l'autre côté, je peux introduire un U1 et un U2, et le U est égal à U1 plus U2, puisque pour aller de B à A, je passe par mon intermédiaire et je me retrouve avec la somme des deux tensions. Or, U1, c'est la tension aux bornes de R1 qui est parcourue par le courant I. U2, c'est la tension aux bornes de R2 qui est parcourue par le courant I, bien sûr en convention récepteur dans les deux. Là, vous avez le même courant parce que on est en série, par hypothèse. Et c'est là où l'hypothèse série intervient. Et donc, on peut le mettre en facteur. Ça me donne U qui est égal à R1 plus R2 facteur de I. Vous voyez que j'ai U égale quelque chose fois I, U égale quelque chose fois I. Bah pour n'importe quel U, j'ai le même courant, il faut que le coefficient multiplicateur soit le même dans les deux cas. On doit bien avoir que R1 plus R2 doit être égal à ce R équivalent série, ou plus exactement, c'est le R équivalent série, qui doit être égal à R1 plus R2 pour que ce soit effectivement équivalent. Donc quand vous avez deux résistances dans une même branche dans un circuit, même si elles sont pas côte à côte, vous avez le droit dans une branche d'intervertir les éléments tant que vous restez dans la même branche. À ce moment-là, vous avez le droit de les mettre ensemble et dire qu'il n'y a plus qu'une seule résistance qui est la résistance équivalente. Vous avez la généralisation à n résistances en série. Donc si vous avez une branche dans laquelle il y a R1, R2, etc., Rn, alors la résistance équivalente à l'ensemble de ce truc-là, c'est la somme de I égale 1 à N des RI. Alors, I est peut-être pas forcément bien choisi. On va prendre K comme indice
pour éviter de confondre avec un courant. Donc la somme de K égale 1 à N des RK me donne la résistance équivalente de série, puisque ça se généralise facilement, les tensions se somment, et j'ai à chaque fois le même courant, mais bien à condition que vous ayez tout ça qui soit en série. Il n'y a rien qui doit sortir, aucun fil ne doit sortir entre deux résistances, sinon vous aurez un problème. Alors, question. Quand vous voulez mesurer une résistance avec un multimètre, vous avez, avec deux multimètres, vous avez un mode voltmètre et un mode ampèremètre. Et le plus simple, c'est de mesurer la tension en borne de la résistance et le courant qui traverse la résistance. Supposons que vous mettiez votre système en vous disant je mets l'ampèremètre en série pour pouvoir mesurer le courant qui traverse la résistance R, et je mets le voltmètre en parallèle comme ça ici. Quelle est la résistance que vous mesurez effectivement? Réfléchissez 30 secondes et essayez de voir en quoi ce branchement-là peut être problématique pour effectivement mesurer la résistance qui est dans votre circuit en disant R c'est U divisé par I, la tension mesurée par le voltmètre divisée par l'intensité du courant. C'est bon? Bien là, quand vous regardez, l'ampèremètre, il mesure le courant qui le traverse lui. Il est dans la même branche que la résistance, donc l'ampèremètre mesure bien le courant dont est traversée la résistance. Mais le voltmètre, il mesure ici la tension aux bornes de la résistance plus de l'ampèremètre. Donc en fait, il vous mesure UR plus la tension aux bornes de l'ampèremètre. Et donc si vous faites le U du voltmètre, qui est l'ensemble de ces deux choses-là, donc le U du voltmètre, ça va être la somme des deux. L'ampèremètre, on va dire qu'il est équivalent à une résistance petit r. Donc là, vous êtes en train de mesurer la tension en borne de grand R plus petit r. Et donc, si on fait U voltmètre divisé par le I de l'ampèremètre, ça vous donne grand R plus petit r avec petit r, la résistance de votre ampèremètre. Et ça, c'est à peu près égal à grand R, donc ça marche, à condition que la résistance de l'ampèremètre soit très inférieure à grand R. Alors je vous ai donné les ordres de grandeur des résistances de l'ampèremètre, vous vous souvenez? C'est une valeur qui est de l'ordre de quelques ohms, donc ça marche à partir du moment où vous avez au moins une centaine d'ohms, voire 1 kOhm. À partir de 1 kOhm, vous êtes tranquille. Faire une mesure comme ça, ça vous permettra de correctement en déduire la valeur de la résistance correspondante. Alors maintenant, voyons ce qui se passe quand on fait une association en parallèle de deux résistances. Et puis après, on généralisera avec une association en parallèle de N résistances. Donc, association en parallèle de deux résistances. Donc, le schéma correspondant est le suivant. Vous avez une première résistance R1 qui est en parallèle d'une deuxième résistance R2. Comme ça. Et vous voulez savoir à quelles conditions vous avez que ça, c'est équivalent à une seule résistance R équivalent parallèle. Donc à quelles conditions on a cela? Alors, pour pouvoir le faire, je vous conseille d'essayer d'arrêter la vidéo et de montrer cette petite chose en vous inspirant de ce qui s'est passé avant. Allez-y. Donc, moi je le fais. Avant, quand on était en série, j'ai regardé l'additivité des tensions. Là maintenant, je suis en parallèle, c'est le jumeau diabolique du branchement en série. Donc, je vais regarder le jumeau diabolique de l'additivité des tensions qui correspond à l'additivité des courants. Et je vais regarder, quand j'ai un courant I qui arrive ici pour une certaine tension U,
alors je veux que pour le même courant I, j'ai la même tension U de l'autre côté et j'ai un lien direct entre les deux. Ce qui va se passer, c'est que je vais introduire un courant I1 là et un courant I2 ici. Et vous avez que le courant I qui rentre va se subdiviser en I1 plus I2. Il s'agit simplement de la loi des nœuds. Donc si j'ai I qui est égal à I1 plus I2, maintenant je vais essayer de les exprimer. La tension U qui est aux bornes de l'ensemble, je pourrais très bien la dessiner là. C'est la différence de potentiel entre ce point-là et ce point-là. Vous voyez que c'est à la fois la tension aux bornes de R1 et la tension aux bornes de R2. Ce qui veut dire que, comme j'ai fait attention de me mettre en convention récepteur, I c'est U sur R à chaque fois. Donc I1 c'est U sur R1, I2 c'est U sur R2. Et ce U là, c'est la même tension parce que vous êtes en parallèle. Donc là, j'utilise l'hypothèse de mes deux résistances qui sont en parallèle. Être en parallèle, ça veut dire partager une même tension, être soumis à la même tension. Être en série, c'était être soumis à un même courant qui nous traverse. Être en parallèle, c'est avoir la même tension à ces bornes. Donc, j'ai un I qui peut s'écrire 1 sur R1 plus 1 sur R2 multiplié par U. Et ça, c'est sympa parce que ici, quand j'avais mon I, j'ai U égale RI, donc I, c'est U divisé par ce RX parallèle. Donc j'ai bien quelque chose fois U, où le quelque chose, il vaut 1 sur RX parallèle, d'où la relation 1 sur RX parallèle qui est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. En parallèle, ce sont les inverses des résistances qui s'additionnent et non plus directement les résistances. Et ça donne bien sûr l'inverse d'une résistance. Ne me dites pas R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2, ça ne serait pas homogène. Donc là, c'est important de bien faire attention. L'inverse de la résistance équivalente, c'est l'inverse du premier plus l'inverse du second. Donc quand vous voulez calculer, vous, ce qui vous intéresse, c'est la résistance équivalente. Il faut sommer les inverses et ensuite passer à l'inverse de nouveau pour obtenir effectivement la résistance équivalente en parallèle. Si on fait une généralisation, alors la généralisation, ça va être relativement plus simple si on regarde les conductances plutôt que les résistances. Ce que vous voyez ici, je vous rappelle que j'avais défini la conductance G comme étant l'inverse de la résistance. Vous voyez que cette formule-là peut se réécrire G équivalent parallèle égale G1 plus G2. Donc en fait, en parallèle, ce sont les conductances qui s'additionnent parce que comme vous laissez plusieurs voies disponibles, ça va être à la facilité avec laquelle vous pouvez aller dans chacune des voies qui va gentiment s'additionner. Ce qui explique pourquoi tout à l'heure, quand j'avais deux résistances à 470 ohms, je devais trouver une résistance totale à 940 ohms. Ce qui était à peu près ce qu'on avait trouvé. Et quand on avait deux résistances à 470 ohms en parallèle, je me retrouve avec 1 sur 470 plus 1 sur 470, ça fait 2 sur 470. Et quand je passe à l'inverse, ça me fait 470 divisé par 2. 480 divisé par 2, ça fait 240. Donc 470 divisé par 2, ça fait 235 ohms. Et c'est bien ce qu'on avait trouvé aux incertitudes de mesure près. Et si je prends du 1 kilo avec du 470 ohms, 1 kilo ohm, ça fait à peu près le double de 470. Donc 470, c'est 2 sur 1 kilo ohm. 2 plus 1, ça fait 3. Je me retrouve avec, en passant à l'inverse, de nouveau 1 tiers de kilo ohm. 1 tiers de kilo ohm, c'est aux alentours des 300 ohms. Et là encore, c'était bien ce qu'on avait obtenu dans les mesures aux incertitudes près. On pourrait faire un calcul plus précis pour vérifier que ça marchait bien, mais ça permettait de l'avoir. Alors, dernière manière de le voir, si votre RX parallèle, vous vous amusez, mais seulement à deux, vous vous amusez à mettre
sous même dénominateur, vous voyez que ça fait R2 plus R1 sur R1 fois R2. Donc quand je passe à l'inverse, ça me donne du R1, R2 sur R1 plus R2. Ça peut être utile de le voir directement sous cette forme-là, par moment, mais c'est une formule qui ne marche que à 2 résistances, parce que quand vous mettez plus de résistance, ça complique les choses. Vous voyez que là, on peut vérifier tout de suite que c'est bien homogène. Il faudra toujours le faire quand vous avez des résistances en parallèle pour éviter une étourderie bête, qui est que là, j'ai une résistance au carré divisée par une somme de résistance, donc une résistance. Ça me donne bien un rapport qui est une résistance. Ça marche, alors que si vous aviez oublié de repasser à l'inverse en mettant sous même dénominateur, vous auriez la somme au-dessus, le produit en dessous, et ça vous donne l'inverse d'une résistance. Donc, faire attention à ça. Si on fait une généralisation, alors la généralisation, c'est d'avoir N, donc j'ai un R1, j'ai un R2, hop, j'en ai plein d'autres, jusqu'à un Rn. La régénéralisation, elle dit que la conductance équivalente de l'ensemble de ces choses mises en parallèle, ça va être la somme de K égale 1 à N de toutes les conductances GK des résistances qu'on a mis en parallèle. Ou en d'autres termes, l'inverse de la résistance équivalente en parallèle, c'est la somme de K égale 1 jusqu'à N des inverses des résistances correspondantes. Donc ça peut servir. Alors on a rarement plus que 2 résistances en parallèle en même temps, mais vous allez pouvoir quand même utiliser de temps en temps cette caractérisation pour avoir plusieurs résistances. Là on voit que au passage, si vous avez 2 résistances égales en parallèle, R fois R sur R plus R, donc R carré sur 2R, ça me donne R sur 2. Mettre 2 voies de passage, ça diminue par 2 la résistance que vous opposez. C'est comme quand en voiture, vous proposez deux itinéraires équivalents, eh bien le nombre de voitures que vous allez réussir à faire passer, c'est le double de celui que vous auriez réussi à faire passer par un seul de ces itinéraires. Bref, donc là, vous avez ce système-là. Alors, on va tout de suite faire un petit exercice. Et cette fois-ci, on se dit, tout à l'heure, on avait mis le voltmètre comme ça. Donc maintenant, plutôt que de mettre le voltomètre autour de l'ampèremètre, je vais le mettre comme ça, de sorte que le voltmètre me mesure effectivement le courant la tension aux bornes de la résistance. Donc la mesure du voltmètre est réputée correcte, mais l'ampèremètre maintenant, il va mesurer le courant qui sort de l'ensemble de la résistance que je mesurais et du voltmètre qui est en parallèle. Du coup, quelle est la résistance équivalente qu'il est en train effectivement de mesurer? La tension, c'est la tension mesurée par le voltmètre, c'est la tension aux bornes de R, mais aussi aux bornes du voltmètre et donc aux bornes de l'ensemble des deux en parallèle. Et le courant, c'est le courant de l'ensemble des deux en parallèle. Donc la résistance que vous allez mesurer, ça va être la résistance équivalente en parallèle de R et de celle du voltmètre. Donc ça va être R RV sur R plus RV. En particulier, ça peut s'écrire R que multiplie RV sur R plus RV, avec RV la résistance du voltmètre, et vous voyez que c'est inférieur à R. Donc quand vous faites ça, vous faites une petite erreur, vous avez une erreur protocolaire et vous avez tendance à sous-estimer la valeur de la résistance, alors que ici, au contraire, vous voyez que c'était supérieur à R, parce que je rajoutais un truc positif, on avait tendance à surestimer la valeur. Le mieux, à la limite, c'est de faire les deux, et puis du coup, vous avez un encadrement. Mais vous pouvez aussi dire que ce truc-là, c'est à peu près la valeur de R, si la résistance du voltmètre est très grande devant R. Or, un voltmètre, ça a une résistance interne de l'ordre de 1 à 10 mégaohms. Donc, si vous prenez une résistance de 10 kiloohms à mesurer, vous êtes tranquille, et y compris pour toutes les résistances faibles. Donc, corollaire,
Ce protocole-là est bien pour toute résistance inférieure à 10 kΩ. L'autre protocole est bien pour toute résistance à partir de 1 kΩ. Donc si vous avez une résistance inférieure à 1 kΩ, prenez ce protocole-là, parce que l'erreur faite comparée ici, comparativement, est très faible, puisque la résistance du voltmètre est bien plus grande que la résistance que vous voulez mesurer. Ou au contraire, si vous voulez mesurer une résistance qui est relativement importante, prenez ce protocole-là, car le voltmètre, l'erreur introduite par l'ampèremètre va être totalement négligeable si votre grand R est suffisamment grand. Bref. Alors maintenant, la notion de diviseur de tension, c'est une notion qui va être une notion très importante. Et on va essayer de la visualiser avec un petit montage. Et voir ce que ça peut nous amener. Alors, le petit montage est le suivant. J'ai ici un système avec 4 piles à 1,2 volts qui sont mis tête bêche et donc en gros en série, de sorte que la tension totale ce soit 4 fois la tension d'une de ces piles. Si je prends mon voltmètre et que je regarde, donc là il faut que je le mette en mode voltmètre, donc il faut que je fasse attention à ce petit détail et que je le mette ensuite en mesure de tension. Quand je mets le voltmètre ici entre une borne et l'autre, il m'affiche rien du tout. Pourquoi ? Parce que j'ai tout simplement oublié d'appuyer sur le bouton on. Donc, quand je le mets ensemble, j'ai une tension qui est de l'ordre de 4 fois la tension normalement affichée de 1,2. En pratique, comme je viens de les charger à bloc, elles doivent être plutôt à 1,3 volts. Et 4 fois 1,3 volts, ça me donne du 5,2. Voilà. Et là aussi, il faudrait que je regarde la résolution et la précision, donc l'incertitude correspondante. Mais j'ai une incertitude, en gros, je peux faire confiance jusqu'au deuxième chiffre là-dedans. Donc j'ai une tension constante, a priori, de 5,3 volts. Je vais maintenant mettre une ampoule là-dessus. Vous voyez que quand je la branche, l'ampoule brille. La tension aux bornes de votre système est moindre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une résistance interne à l'intérieur de ce système-là, et donc ça va faire baisser la tension. Bon, très bien. Si je rajoute maintenant une deuxième ampoule en série de mon système, qu'est-ce qui va se passer ? Je mets la deuxième ampoule et je le rajoute. Alors je vais baisser la lumière pour voir un petit peu mieux la brillance de mes ampoules. Vous voyez que ça brille moins, alors que si j'en mettais une seule, elle brillait plus que quand je mets les deux ampoules. Pour quelle raison ? Ça peut s'expliquer par le fait qu'une ampoule, grosso modo, c'est une résistance. Donc quand je mets deux ampoules à la suite, j'ai deux résistances en série, et donc les deux résistances en série vont se retrouver avec un courant, avec une résistance globale qui est moins forte. La tension globale va être à peu de choses près la même. Donc là, j'avais 4,4 tout à l'heure. Enfin, ici, j'ai 4,4 et tout à l'heure, j'avais 4,3. La tension est à peu près la même. Mais comme la résistance est 2 fois plus élevée, le courant qui les traverse va être 2 fois plus faible, et donc la brillance, puisque c'est le courant qui va permettre d'échauffer le filament dans l'ampoule, la brillance va être moins importante. Alors, ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est que du coup, quand je regarde ici, je suis à 2,2 volts, quasiment de chaque côté. Donc en fait, je me retrouve avec une tension qui a été divisée par 2 aux bornes de l'ampoule. C'est normal, puisque finalement le courant est 2 fois plus faible que dans le cas où j'ai qu'une seule ampoule, et donc la tension va être 2 fois plus faible. Eh bien, moi ce que je dis, c'est que je suis capable d'intuiter, de prédire la valeur de cette tension, rien qu'en connaissant les résistances et sans avoir à refaire le passage par le courant, puisque là vous voyez que je suis passé par un intermédiaire dans mon courant. Alors, pour pouvoir faire ça,
il faut reconnaître ce diviseur de tension. Diviseur de tension, c'est quand on met une tension aux bornes de deux dipôles, de deux résistances, et que il y a rien d'autre, il n'y a notamment pas de courant de fuite. Alors vous voyez que ce qui est pas mal avec les schémas, c'est qu'on peut, et notamment avec ce petit système-là, on peut déformer comme on veut les fils. Et là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai une structure particulière qui est une structure qu'on appelle coudée. Donc j'ai une résistance, une deuxième résistance et puis un fil qui est strictement équivalente à une résistance, le tout qui soit, par exemple, simplement marqué linéairement dans ce sens-là. Alors on va essayer de remettre un peu de lumière et de voir comment est-ce que tout ça peut se mettre ensemble. Donc, quand je prends mes résistances et que j'essaye de prédire ce qui va se passer. Donc on a deux schémas. La configuration du diviseur de tension, qu'il faut savoir reconnaître, permet en fait d'obtenir directement la valeur de la tension sans refaire les calculs, la loi des mailles et les lois d'Ohm correspondantes. On va le faire une fois pour toutes et après il suffira de savoir le reconnaître. Donc la configuration est la suivante. Vous avez une résistance R1 qui est en série avec une résistance R2, ça c'est important, et vous voulez déterminer la tension aux bornes de, alors on va mettre R2 là et puis R1 ici. Je veux déterminer la tension aux bornes U1 aux bornes de R1 comparée à la tension U totale qui est là. Et cette manière de le mettre est strictement équivalente à ce qu'on appelle la version coudée, qui est très souvent utilisée pour visualiser les choses un petit peu mieux, parce que ce qui va m'intéresser souvent, c'est ce qui est de ce côté-là, et là, je vais mettre les sources. Donc, la version coudée, je peux mettre un U qui est ici, et un U1 qui est là. Alors là, je veux bien vous faire voir que les tensions ne sont pas des vecteurs. Méfiez-vous, parce que quand vous voyez ça, vous avez vraiment l'impression que U il est plus grand que U1. Ouais, d'accord. C'est vrai en plus, donc ça a tendance à fortifier votre pensée. Sauf que là, vous voyez que les deux flèches, elles ont la même taille, elles sont parallèles, et pourtant les tensions n'ont pas du tout la même valeur. Je m'explique. Ça, c'est la tension entre ce point-là, qui est le même que celui-ci, et celui-là. Alors que U1, c'est la tension entre ce point-là et celui-ci. C'est-à-dire que U prend la tension aux bornes de R1 et la tension aux bornes de R2, alors que U1 ne prend que la tension aux bornes de R1. Ça se voit bien sur ce schéma-là, ça se voit moins bien là, mais méfiez-vous, c'est pas parce que vous avez deux flèches qui, sur votre schéma, ont la même taille que forcément les tensions sont égales. C'est pas du tout vrai. D'ailleurs, c'est pas non plus parce que vous avez deux résistances qui ont la même valeur à deux endroits du circuit différents que vous dites, ah bah je vais noter U grand R par exemple, la tension aux bornes de cette résistance. Ça veut pas forcément dire que les deux résistances ont la même tension. S'ils sont parcourus par des courants différents, ils ont beau avoir la même valeur de résistance, ils n'auront pas la même tension. Donc méfiez-vous, ça c'est des erreurs classiques. Si vous apprenez à détecter les erreurs classiques, ce sera plus facile. Alors, l'idée, et c'est une démonstration que vous devez savoir faire, il faut me montrer que dans ces deux configurations-là, la tension aux bornes de R1, elle s'écrit R1 sur R1 plus R2 fois U. C'est-à-dire que c'est une fraction de la tension totale. Tout à l'heure, avec mes ampoules, j'avais une tension totale de 4,4 volts. Ici, j'en ai retrouvé la moitié parce que j'avais deux fois la même résistance, c'est R sur R plus R. Donc, ça se simplifie, ça me fait la moitié de la tension totale. Donc, j'ai bien une fraction et la fraction est dans le même rapport que les résistances. Alors, comme j'ai pris des résistances identiques, on a plus de mal à voir que c'est bien ça et pas par exemple R2 qu'il faudrait mettre au-dessus, mais essayez déjà de me le démontrer et puis après on va essayer de prédire quelque chose et vérifier expérimentalement si la prédiction est correcte. C'est bon ? Vous avez cherché un tout petit peu, c'est important parce que ça va tomber à la question de cours, c'est une certitude. Alors,
montrer que on a ce comportement-là. Alors, je vais devoir introduire deux choses. Je vais introduire la tension U2 ici, et puis je vais introduire le courant I qui est commun aux deux résistances. Parce que, alors, on met souvent, on rajoute souvent un truc ici en disant là j'ai un I fuite qui est nul. Pourquoi est-ce que je rajoute ça? Parce que très souvent, dans cette configuration-là, on va utiliser le diviseur de tension, même s'il y a un fil là-dessus, à condition qu'on puisse négliger le courant de fuite. Et donc, on pourra dire que le courant qui traverse R2 est quasiment égal au courant qui traverse R1. Donc, vous verrez de temps en temps dans des exercices un fil supplémentaire avec un IF égale 0. Ça, c'est pour dire que l'hypothèse principale, c'est que R1 et R2 sont en série. Et s'ils sont en série, ils sont parcourus par le même courant. Parcourus par le même courant I. Donc ça, c'est vraiment l'hypothèse principale de notre démonstration. Bon, maintenant que j'ai rajouté ces deux notations-là, je suis tranquille, je peux y aller et voir ce que ça me donne. Alors, je commence en disant que U, c'est U1 plus U2. Ça se voit particulièrement bien sur ce graphique-là. Si je veux le faire ici, donc il faut que je rajoute le I et le U2, vous voyez que pour aller de ce point-là à celui-là, soit j'y vais directement, soit je passe par ce point intermédiaire. Et donc, cette relation-là, U égale U1 plus U2, elle est valable même s'il y avait quelque chose qui partait. Donc là, je ne fais pas apparaître le caractère, l'hypothèse que ces deux-là sont en série. Ça, c'est simplement une application de la loi d'émail dans ce système-là. Vous voyez que j'imagine qu'il y a quelque chose qui me ferme mon circuit-là. Je peux l'utiliser, cette loi d'émail, sur même avec des points qui ne sont pas reliés. Je peux toujours imaginer qu'ils sont reliés par une résistance infinie, ce qui correspond à un interrupteur ouvert. Et j'applique ma loi d'émail là-dedans. Bien, donc ça, c'est simplement la loi d'émail. Maintenant, chacune des tensions U1 et U2. Alors U1, je veux le garder parce que je veux un lien entre U et U1, donc lui, je vais pas y toucher. Par contre, U2, je veux m'en débarrasser. U2, le moyen plus simple de m'en débarrasser, c'est de faire le lien avec I. Donc ça, c'est U1 plus R2 fois I. Puisque là, j'ai bien pris soin de mettre le I en convention récepteur. Alors, c'est pas du tout un problème si jamais vous l'avez mis en convention générateur, parce qu'on aurait eu du moins R2I, mais comme on va exprimer I en fonction de U1, on aurait un deuxième moins qui va se rajouter, et moins par moins, ça va faire plus, et ça me redonnerait le même résultat. Ce qui se passe maintenant, par hypothèse, c'est le même I. Donc I, c'est aussi le courant qui traverse R1. Donc I, c'est U1 sur R1, car R1 et R2 en série. Donc ce courant-là et ce courant-là, ce sont les mêmes. Et maintenant, je peux le remplacer. Donc je me retrouve avec U qui est égal à U1 plus R2 sur R1 fois U1. Donc si je mets ensemble, en factorisant, c'est R2 sur R1 fois U1. Et finalement, si je mets sous le même dénominateur, j'ai U qui est égal à R1 plus R2 sur R1 fois U1. Il ne me reste plus qu'à inverser en disant que U1, du coup, c'est R1 sur R1 plus R2, en multipliant par R1 et en divisant par R1 plus R2, et en remettant dans le bon sens, parce qu'en règle générale, on met ce qu'on cherche à obtenir à gauche et ce qu'on obtient à droite. J'ai ma formule du diviseur de tension. Et donc cette formule-là, faut savoir la retrouver. Alors cette démonstration-là est directe comme ça, mais vous pouvez aussi très bien vous dire, plutôt que de garder le U1, je remplace. Je dis que U1 c'est R1I, U2 c'est R2I, c'est le même I, parce que IF est égal à 0. Donc le courant serait égal à U divisé par R1 plus R2. Et comme U1 c'est R1 fois I, j'ai du R1 fois U sur R1 plus R2, c'est R1 fois le courant. C'est exactement comme ça que j'ai raisonné pour avoir mon système avec mes deux ampoules. Alors, si maintenant je prends
ma résistance de 1 kΩ et ma résistance de 470 ohms. Et que j'impose une tension à ces bornes. Quelle est la tension que je vais avoir là? Donc, je vous rappelle, j'ai une tension totale qui fait à peu près 5 volts. Donc j'ai à peu près 5 volts. Ben, vous voyez que celui-ci, c'est la moitié de celui-là. Donc en gros, c'est 1/3 de la résistance totale. Vous voyez que ce que je vais avoir, là j'ai la tension totale, là j'ai la fraction de la tension totale qui correspond à la fraction de cette résistance comparé à la résistance totale. C'est bien ce que veut dire ce R1 sur R1 plus R2. R1 plus R2, c'est la résistance totale. On aurait pu d'ailleurs passer en utilisant le R équivalent série en disant que, bah voilà, I, c'est U divisé par la résistance totale R1 plus R2. Donc, je fais directement. Et ensuite, bah, je fais que I, c'est aussi le courant qui traverse R1. Et donc, U1, c'est R1 fois ce U sur R1 plus R2. Ça marche aussi. Donc, j'ai ici 1/3 de la résistance totale, je dois donc avoir 1/3 de la tension. Et 1/3 de 5 volts, ça fait 1,6, 1,7 volts. Donc, si je regarde et que je fais ma mesure, donc j'applique ma tension directement là, je remets mon petit système pour faire les mesures. J'en ai une que je mets ici, j'ai l'autre que je mets de l'autre côté. Alors là, j'ai 0, c'est normal parce que j'ai mis sur off. Ben, vous voyez que je retrouve effectivement ce 1,5 volts, alors que ici, ben, j'ai du 4,8, étant donné que 470 c'est plus petit que 1/3 de la somme des deux. Ben, j'ai un truc qui est plus petit que la somme. Alors, j'ai perdu le contact, voilà. Et de l'autre côté, bah, j'ai les 2/3, donc j'ai à peu près un peu plus de 3 volts. Donc ça correspond tout à fait à ce qu'on attend dans ce comportement-là avec ce diviseur de tension. Donc, maintenant qu'on a ça, on va essayer de faire un autre... donc le diviseur de tension, en fait, il est super utile. Et alors, avant de faire le diviseur de courant qui est son jumeau maléfique, on va faire la généralisation. La généralisation à N résistance, donc en coude. Je vais juste remettre au point. Voilà, donc si je prends la généralisation, c'est quoi? C'est j'ai un R1, j'ai un deuxième, etc. Ou plutôt, je commence par Rn, Rn-1, hop, jusqu'à R2, et j'arrive sur R1 ici, et là j'ai une tension U, et moi ce qui m'intéresse, c'est U1. Bah, U1, ça va être la fraction de R1 par rapport à la résistance totale. En fait, je peux me ramener à la démonstration précédente. Là, j'ai N-1 résistances qui sont en série, et je sais que la résistance équivalente, c'est la somme de toutes ces résistances. Donc, j'ai du R1 sur R1 plus la somme des N-1 autres résistances, ce qui correspond à la somme de toutes les résistances, de 1 jusqu'à N des RK, multiplié par le U. Donc, ça se généralise sans peine quand vous avez plusieurs résistances à la suite. Alors, notre dernier petit raccourci. Alors, le diviseur de tension, c'est vraiment un truc qui marche absolument tout le temps et qui sert mais constamment. Donc, ne faites pas l'erreur que j'avais fait à l'époque, quand j'étais à votre place, qui était de se dire, oh, le diviseur de tension, ça n'a pas l'air trop compliqué, je préfère systématiquement tout redémontrer. Alors, c'est sûr que ça me faisait faire des calculs, et puis, du coup, ça m'a amélioré mes capacités de calcul. Mais il y a quand même certains exercices que j'aurais pu résoudre en 3 lignes, et puis il m'en a fallu 7 ou 8 pour y arriver, et plus il y a de lignes, plus il y a de risque d'erreur. Donc le diviseur de tension, c'est quand même un raccourci qui est fort sympathique. Alors, son jumeau maléfique, c'est le diviseur de courant. Le diviseur de courant, si c'est le jumeau maléfique, déjà la tension est remplacée par le courant, ce qui veut dire que tout ce qui était en série est remplacé par des trucs en parallèle, et que là où vous aviez des résistances, vous allez prendre l'inverse, c'est-à-dire les conductances. Donc, ça s'écrit comment? Ça se présente en se disant, voilà, j'ai
deux résistances qui circulent avec un courant I qui arrive là. J'ai un R1, un R2. Alors je vais de nouveau mettre R2 à gauche, R1. Et le courant I1 qui est là, va être relié au courant I avec les conductances. Ça va être la fraction des conductances, G1 sur G1 plus G2 fois I. Donc ça, c'est ce qu'il faut montrer. Donc là, je vous laisse de nouveau 2 minutes pour essayer de faire la démonstration. Celle-là aussi, elle sera à la question de cours, ou plus exactement, à la question de cours, vous aurez l'un ou l'autre. Si vous avez l'une, votre voisin aura l'autre. Donc choisissez bien l'énoncé lorsque je vous le distribuerai pour faire celui que vous préférez. Bon, d'un autre côté, si vous savez faire l'un, vous savez faire l'autre, et normalement, ça ne devrait pas poser de problème. C'est bon, vous avez bien réfléchi? Alors, la démonstration d'avant s'appuyait sur l'additivité des tensions. Du coup, là, moi, je vais m'habituer sur l'additivité des courants. Donc, je vais introduire un deuxième courant I2 et la tension U qui a aux bornes communes de R1 et de R2. L'hypothèse principale, c'est que R1 et R2 sont en parallèle pour que ça marche. Et ça m'impose qu'ils partagent la même tension. Donc vous avez la même tension U à leur borne. Résultat, je vais pouvoir utiliser ça pour passer d'une résistance à l'autre. Donc, l'additivité des courants, ça c'est toujours valable. J'ai un nœud, j'ai donc la loi des nœuds, et j'ai I qui est égal à I1 plus I2. De nouveau, je peux me dire, je vais garder I1 et puis ensuite me débarrasser de I2 via U et de U revenir à I1. Je pourrais faire pareil. Allez hop, là on va changer un tout petit peu. Or, j'ai deux résistances qui sont en parallèle. Donc je peux dire que I, c'est la conductance équivalente en parallèle multipliée par U, qui est la tension aux bornes de mes deux résistances en parallèle. Et cette conductance équivalente, on vient de montrer tout à l'heure que c'était G1 plus G2, voire même de manière générale, si j'ai N résistances, c'est la somme des GK sur les N résistances. Donc, le I, c'est G1 plus G2 fois U. Or, U, c'est aussi la tension aux bornes de R1. Or, vous avez que I1, du coup, il peut s'écrire G1 fois U. Je travaille, au lieu de dire U égale RI, je dis I égale U sur R, et le 1 sur R, c'est G. Donc, quand je remplace ce U, oui, on va le remplacer comme ça. Quand je remplace ce U, vous avez que ça s'écrit I1 divisé par G1. Et donc là-dedans, je peux écrire que c'est G1 plus G2 divisé par G1 fois I1. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est I1 et pas I en fonction du 1, c'est I en fonction de I. Donc, je passe simplement les choses de l'autre côté. Ça me donne du G1 sur G1 plus G2 fois I, qui était bien la forme qu'il fallait démontrer. Et la généralisation, si vous avez N résistances en parallèle, l'avantage de cette démonstration, c'est que ça généralise tout de suite. Au lieu d'avoir la somme des deux ici, vous avez la somme de tous les GK. Et donc, au lieu d'avoir du G1 sur G2, ici, j'ai la somme de tous les GK. Vous avez que I1, ce sera G1 sur la somme de K égale 1 à N des GK multiplié par I. Alors pourquoi c'est intéressant ce truc-là? Pour avoir une intuition, ça vous démontre que le courant choisit toujours la voie de plus faible résistance. Si la résistance est faible, la conductance, qui est son inverse, est élevée. Et si la conductance est élevée, la fraction là est grande. Donc quand un courant a le choix de passer à droite ou à gauche, il va toujours passer
à l'endroit où la résistance est la plus faible. Et enfin, il va majoritairement passer là où la résistance est la plus faible. Donc si j'ai une résistance 2 fois plus faible que celle-là, j'ai 2 fois plus de courant qui va passer ici que là. Donc j'ai les 2 tiers du courant principal qui vont aller ici et 1 tiers du courant qui va aller là. C'est pourquoi quand vous avez un système et que vous mettez une résistance et puis un voltmètre derrière, le courant qui va fuir dans le voltmètre, comparé au courant qui est là, vous avez que le courant de fuite va être donné par 1 sur la résistance, donc la conductivité du voltmètre, divisé par la somme des conductivités. Et comme je vais multiplier par RRF, donc ça va me donner du R sur R plus, alors c'est pas RF, c'est RV pour le voltmètre. Et vous voyez que votre courant de fuite, il est d'autant plus petit que la résistance du voltmètre est importante. Et ça, on en reparlera quand on parlera des impédances d'entrée des systèmes. Il faut que pour que votre voltmètre prélève un minimum de courant, c'est-à-dire perturbe le moins possible le circuit, il faut que sa résistance interne soit très grande devant la résistance que vous voulez, dont vous voulez essayer de déterminer la tension. Voilà, c'est tout pour cette partie. Dans la dernière partie, la partie 4, on parlera des caractéristiques des dipôles et on verra comment est-ce qu'on peut faire des résolutions graphiques et même avoir des dipôles non linéaires, contrairement à ce qu'on a considéré jusqu'à présent.